Je suis Didier Lemaire, je suis professeur de philosophie. J'étais en poste au lycée de la Plaine de Naufle à Trappes, où j'y ai enseigné depuis 20 ans. Et j'enseigne la philosophie depuis l'année 1991. Alors, j'ai choisi l'enseignement de la philosophie. J'avais beaucoup de passion pour la littérature, pour les arts plastiques, mais j'avais besoin aussi de comprendre le monde, de réfléchir aux différentes conceptions du monde, et c'est ce qui m'a conduit à faire des études de philosophie. Je me destinais au départ non pas à l'enseignement, mais plutôt à la recherche. J'ai travaillé pendant 2 ans euh, de manière extrêmement, enfin continue, à la bibliothèque Richelieu, où j'exhumais des vieux textes de la philosophie de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, des philosophes qu'on appelle des philosophes libertins, c'est le libertinage érudit, c'est la philosophie sceptique qui va jusqu'à la métrie au XVIIIe siècle. Mes penseurs de prédilection, disons que c'est plutôt des philosophes comme Sénèque, comme Pascal, comme Schopenhauer, des philosophes qui ont accordé une place importante à l'expérience du mal. Bah, l'enseignement de la philosophie est requis pour devenir un citoyen, mais aussi pour devenir un individu libre de ses pensées. Ce qu'on apprend en philosophie, c'est l'exercice du doute, donc examiner ses propres croyances, ses préjugés, prendre de la distance, apprendre à jouer avec les idées, à les comparer, à exercer son jugement de manière critique et distanciée au maximum. Donc c'est un très très beau métier. Plus exactement, c'est une mission, puisqu'on contribue à la formation du citoyen. Ce que j'aime aussi dans cet enseignement, c'est de voir l'éveil des élèves lorsqu'ils commencent à accéder aux différentes théories philosophiques, à des concepts. Les élèves prennent beaucoup de plaisir dans cet apprentissage. Alors, le terme de militant de la laïcité m'embarrasse un petit peu, parce que d'abord, la laïcité, c'est pas une chose à part, c'est le fondement même de la démocratie et de la République, pour autant que la laïcité, avant même la loi de 1905, elle est inscrite comme un projet politique, puisque la loi est l'expression de la volonté générale et n'est plus l'expression d'une volonté divine. Et je crois qu'il faut revenir à cette idée-là de la laïcité. Il n'y a pas de militant laïque. En réalité, à partir du moment où on est démocrate et républicain, on est nécessairement laïque. La loi de 1905 est une loi qui aborde les questions de propriété de la laïcité, de la séparation des églises et de l'État, la question de la liberté de conscience, mais au fond, la laïcité, c'est notre projet politique même, hein. C'est le projet de la démocratie, c'est le projet d'une société qui repose non pas sur des communautés religieuses, mais sur des individus libres de leurs croyances et de leurs pensées. Alors, concernant ma parole dans les médias, bien avant Causeur, j'ai publié mon premier texte dans l'Observateur, dans le Nouvel Observateur à l'époque. C'était en 2018, mars 2018. Il s'agissait de présenter le livre de Raphaël Baquet et Ariane Chemin, La Communauté. Donc, disons plutôt dans une presse qu'on qualifierait de gauche. Ensuite, j'ai proposé des textes à Causeur. C'est un journal qui est un journal très ouvert à différents bords politiques. Mes textes ont été immédiatement acceptés et je m'en suis réjoui. J'ai beaucoup d'estime pour le travail d'Elisabeth Lévy. Je trouve vraiment ce journal remarquable. Donc j'étais très content d'avoir ces 2 textes publiés dans Causeur. Ouais. Alors, sur mon engagement politique, je vais y revenir. Mon engagement politique, il est assez récent, puisque j'ai rejoint un jeune parti qui a été fondé par Laurence Taillade, qui elle-même vient
du PRG, donc plutôt, dirons-nous, du centre-gauche. Et j'ai rejoint ce parti au début du mois de janvier, donc c'est tout récent, et je l'ai rejoint parce que justement c'est un parti qui a un très fort engagement dans la défense de la République. Concernant mon enseignement auprès des élèves, non, il n'y a absolument aucune influence. Je fais mon travail d'enseignant, c'est-à-dire que j'aborde, en politique par exemple, j'aborde toutes les théories politiques, le libéralisme politique d'abord, les théories du contrat qui fondent bah, notre société. Ensuite, j'aborde la philosophie de Hegel, hein, la critique de ce libéralisme politique avec l'idée que finalement l'individu et la société civile doivent se dépasser dans l'universalité de l'État. Donc je leur explique cette critique du libéralisme politique. Ensuite, j'explique la critique marxiste de cette critique-là. Puis j'explique aussi la critique anarchiste de cette théorie-là. Et puis j'explique encore d'autres théories, notamment celle de Arendt. Et c'est à mes élèves de se débrouiller avec ça. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de les éclairer sur les concepts, comment on définit l'État. Je leur montre différentes conceptions de l'État, mais je n'interviens pas du point de vue de leur doctrine ou de leur adhésion à telle ou telle croyance. Ce n'est pas du tout l'esprit même de l'enseignement de la philosophie. Alors, un lanceur d'alerte, c'est une personne qui signale un danger, euh, qui espère déclencher par ce signalement une réponse. Alors, oui, je peux dire qu'il y a un danger, que j'espère une réponse et une prise de responsabilité d'abord de tous nos concitoyens, mais aussi des représentants de l'État aujourd'hui. Donc, en ce sens, oui, je suis un lanceur d'alerte, car il ne s'agit pas de lancer des accusations, mais il s'agit de protéger notre bien commun, notre intérêt général. Donc en ce sens, oui, je suis un lanceur d'alerte. Bah, il y a deux choses qui ont changé. D'abord, ma sécurité, puisqu'il y a eu, après la publication de cette lettre, une effervescence dans la ville, avec des propos haineux à mon encontre, des accusations de racisme, d'islamophobie, etc., qui, évidemment, après l'assassinat de Samuel Paty, euh, sont à prendre en compte dans ce contexte-là. Donc j'ai bénéficié aussitôt d'une protection à l'entrée et à la sortie de mon lycée, qui a été décidée par la police. Donc ça a été effectivement un grand changement pour moi. La deuxième chose qui a changé, c'est que mes apparitions sur les plateaux de télévision et dans la presse m'ont amené à m'exposer vraiment publiquement, plus que je ne pensais d'ailleurs au départ. Et cela me conduit quand même à devoir prendre une décision qui est celle de quitter ma mission d'enseignant. Je ne peux plus enseigner pour deux raisons. D'abord pour une raison de sécurité, mais je pense plus fondamentalement parce que l'espace de neutralité dans la classe n'est plus assuré par mes prises de position publiques. Et donc pour mes élèves, ce n'est pas évident d'avoir un enseignant qui est aussi engagé que moi dans le débat politique. Alors, après la publication de ma lettre dans l'Obs, quand je suis rentré, après les vacances, j'ai repris une de mes classes, une classe essentiellement de jeunes filles. Il y a un seul garçon dans cette classe, une classe socio-médicale. Et les élèves m'ont accueilli très froidement, alors que d'habitude, l'ambiance est plutôt amicale et chaleureuse. Et immédiatement, ils m'ont demandé des comptes. C'est bien vous qui avez écrit cette lettre? Oui. Et pourquoi avez-vous écrit cette lettre contre nous? Et ce nous, évidemment, que j'entends souvent, attrape un nous et vous, comme si on n'appartenait plus à la même communauté, puisque bon, dans notre société, l'État ne reconnaît qu'une seule communauté, hein, c'est la communauté nationale. Et donc ce nous m'a interloqué. Il y avait de la colère aussi dans cette question.
J'y ai répondu de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai dit à mes élèves que j'étais ici leur enseignant, que j'étais en mission de service public, que j'étais à leur service pour leur apprendre à philosopher et que je n'étais pas la personne publique qui pouvait s'engager à l'extérieur, que par conséquent je ne me justifierais pas de cette lettre, mais que s'ils le souhaitaient, des collègues pourraient se charger de leur expliquer le fond de cette lettre s'ils l'avaient mal comprise. J'ai demandé également l'appui de mon chef d'établissement, donc on a fait un deuxième point avec les élèves un peu plus officiels, disons, et ça a permis, les élèves ont compris, et ça a permis de lever les tensions, et ensuite je dois dire que le climat d'enseignement est redevenu très amical, et c'est une classe qui marche bien, je suis vraiment bien accueilli chaque jour par mes élèves, et je crois qu'il y a beaucoup de plaisir pour eux à faire de la philosophie, si bien que oui, les difficultés ont été aplanies. C'est très difficile de répondre à vos questions de manière précise parce qu'il y a toutes les nuances. Il faut vraiment nuancer. Dans d'autres classes, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu de la part de certains élèves une certaine admiration de leurs professeurs, surtout quand ils ont vu l'escorte arriver. Donc, je suis passé un peu pour le héros dans le lycée, et ça, je l'ai bien senti. Mais pour d'autres, il y avait certainement de l'hostilité, mais non dite. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que j'ai constaté aussi depuis 2 ans, le changement est important à Trappes, c'est qu'avant, mes élèves exprimaient volontiers, euh, s'exprimaient volontiers sur ces questions-là. Aujourd'hui, dans certaines classes, ils ne le font plus. Et je sais pourquoi ils ne le font plus, parce que je sais que ce sont des élèves qui sont fortement idéologisés, qui viennent en cours pour consommer, je dirais, du cours, c'est-à-dire avoir leur baccalauréat, mais qui ne participent pas réellement à l'apprentissage de la philosophie, et donc avec lesquels je n'ai aucun dialogue. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui se mettent au fond de la salle et qui sont silencieux. Et ce n'est pas une attitude juste, ça peut arriver, hein. Auparavant, j'ai eu ça dans des classes, des adolescents pour lesquels la philosophie, vraiment, ils ne comprennent pas, ça les intéresse pas. C'est rare, mais quand même, il y a toujours un moment dans l'année où, en général, ça les intéresse. Mais là, c'est autre chose. Donc, je sais que pour certains, c'est ainsi. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui refusent le dialogue, qui ne vont pas s'exprimer. Il y a, par exemple, il y a 1 an, dans une de mes classes, les élèves m'ont demandé ce que je pensais du voile. Je leur ai dit vraiment ce que j'en pensais. Je leur ai dit, pour moi, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe politique. Et c'est un signe politique qui est contraire à l'ordre public, puisqu'il signifie l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Elle n'a pas toute sa liberté, elle n'est pas l'égale de l'homme. Et c'est un signe qui est mis en place par un projet politique et un projet totalitaire. Je n'ai pas mâché mes mots. Je leur ai expliqué ma position en 5 minutes. Ensuite, les jeunes filles ont expliqué la leur. Elles étaient évidemment très choquées. Et puis ensuite, j'ai dit, bah, maintenant on arrête la discussion parce qu'on ne se mettra pas d'accord, mais on a le droit de ne pas être d'accord. C'est justement ça, faire de la philosophie. Donc réfléchissez et on en reparlera plus tard. Et les élèves sont venus me trouver 2 mois après. C'était un petit groupe de filles, il y en avait une dizaine. Ils sont revenus me trouver à la fin d'une heure de cours. Elles m'ont dit, bah, depuis qu'on a eu cette discussion, on discute de ça tous les jours entre nous. On a réfléchi et on a changé d'avis. Voilà. Donc par elles-mêmes, elles avaient quand même fait cette évolution, cette transformation très importante. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai des élèves qui ne parlent pas, qui n'expriment pas leur désaccord, y compris vis-à-vis de la laïcité, et avec lesquels je ne peux pas établir ce dialogue. Et c'est ça qui m'inquiète dans l'évolution de Trappes et de mes élèves, c'est qu'avant des élèves comme ça, j'en avais peut-être... Bon, après les attentats, j'ai eu une élève qui approuvait les attentats du Bataclan, je l'ai compris, elle a changé d'attitude. Elle est devenue silencieuse alors que c'était la meilleure élève de la classe. Mais maintenant, j'ai quand même pas mal d'élèves qui, sans être forcément pro-djihadistes, hein, sont des élèves qui sont gagnés à l'idée que la religion, c'est la communauté, que ce sont des signes extérieurs, etc., et non plus une pratique religieuse de spiritualité. Voilà.
Moi, c'est très très difficile de faire une généralité parce que je pense que les parcours sont singuliers. Maintenant, ce que j'observe, j'étais à Trappes il y a 1 heure. Je suis rentré, je suis sorti du lycée et en venant en voiture, qu'est-ce que j'ai vu devant moi? Une petite fille de 6 ans, à peu près 6 ans, hein, je n'ai pas son âge exact, mais doit avoir à peu près 6 ans, elle était voilée. Donc, parler de libre arbitre dans ces conditions-là, je pense que c'est vraiment difficile et c'est ça le problème de notre République, c'est qu'elle a finalement elle accepte ces dérives sectaires, que les enfants soient conditionnés et soient séparés de la communauté nationale. C'est très très grave. Mes élèves, quant à eux, bah, ils sont un peu plus, ils sont, disons que, bah, déjà, ce sont des adolescents en terminale, ils ont 17 ans. Je crois qu'ils prennent goût au lycée. Ils s'y sentent bien parce que justement, il y a des relations de reconnaissance, il y a du dialogue, il y a de la pensée. Pour eux, je sais pas, quand je vois même des élèves qui ont très peu de culture, mais des élèves qui saisissent des concepts comme la distinction entre, je sais pas, imitation et représentation. Je fais un texte de Hegel, les élèves comprennent et se sentent intelligents. C'est nouveau et du coup ils sont fiers d'eux-mêmes. Et c'est ça la difficulté, c'est que à la fois pour eux ils font une expérience de la liberté, une expérience de la pensée, une expérience du dialogue avec l'autre, et d'un autre côté ils ont un mode de vie euh, qui relève du ghetto à la fois social, mais aussi un ghetto idéologique avec une emprise très forte du salafisme. Les jeunes filles attrapent de familles musulmanes ne peuvent pas ne pas porter le voile. Sinon, elles sont mal vues et elles ont intériorisé cela. Je donne un exemple. Il y a 2 ans, j'accompagnais des élèves qui n'étaient pas les miennes au théâtre. Donc on attend l'autocar sur le parking et 2 jeunes élèves voilés sont là et je leur dis, bah, je leur demande, je leur dis, la loi s'applique lors des sorties scolaires. C'est comme au lycée, vous ne pouvez pas porter votre voile, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le retirer? Et ces jeunes filles se retournent, elles regardent le parking avec des yeux vraiment un peu terrifiés et me disent, Monsieur, on pourrait nous voir. Voilà. Et donc, et aussitôt, en montant dans l'autocar, où elles retirent à ce moment-là leur voile, elles me disent, mais monsieur, c'est notre choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment déterminer qu'est-ce qui relève du choix, évidemment. Elles pensent que c'est leur choix, mais ce n'est pas leur choix. C'est une illusion, bien entendu. Bah, je crois que enfin, ce qui s'est passé quand même est extraordinaire. À Trappes, les enseignants ont écrit une lettre, une courte lettre, mais une lettre dans laquelle ils me manifestent un soutien entier et sans réserve. Et cette lettre, elle a été écrite à l'unanimité des collègues. Alors maintenant qu'il y ait des collègues qui, sans d'ailleurs se nommer, disent le contraire à la presse, c'est possible. C'est possible. Euh, je constate, mais ce n'est pas simplement les enseignants, mais je constate, il y a beaucoup de journalistes aussi, une relativisation sans cesse de cette offensive islamiste et de cette emprise qui est de plus en plus forte. Et d'ailleurs, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, déjà, lorsqu'elles ont sorti leur livre en 2017, à la fin de 2017, je crois, au début de 2018, on leur a fait exactement les mêmes critiques. Vous exagérez. Vous exagérez. C'est-à-dire, à chaque fois, on ne veut pas voir une réalité, c'est une forme de déni, où on révise les faits, c'est-à-dire qu'on leur donne une portée qu'ils n'ont pas. À Trappes, il y a 60, c'est les chiffres de la dernière enquête des renseignements territoriaux, il y a 70, c'est pas moi qui les sors, il y a 70% de musulmans à Trappes. Voilà. Alors évidemment, la notion de musulman, c'est une notion qui est problématique, mais il suffit de se rendre à la mosquée le vendredi pour voir les tenues, comment sont habillés les gens, etc., etc. Mes élèves ont témoigné en 2017 dans un reportage de la télévision néerlandaise. Ils racontent leur quotidien, les pressions qu'ils subissent des recruteurs.
Et il y a même des parents qui interdisent à leurs enfants, tout ça a été filmé, donc c'est public, hein, on peut vérifier, c'est pas mon invention, ce sont les élèves qui parlent. Les parents, certains parents interdisent à leurs enfants d'aller à la mosquée, non pas parce qu'il y aurait des prêches dangereux. Après, ce qui se passe dans les cours, c'est encore autre chose. Mais parce qu'il y a des recruteurs qui viennent de Seine-Saint-Denis à Trappes. Donc c'est une réalité. Moi, j'ai interrogé mes élèves en 2017. J'avais une élève qui a sorti son téléphone, qui téléphonait à Raqqa pour me montrer que tous les jours, elle appelait son copain là-bas. Et m'a-t-elle dit, il y en a des dizaines dans mon square qui sont partis. Donc c'est une réalité. Trappes, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, il y a peut-être moins de djihadistes, mais en revanche, l'emprise. Moi, je n'avais pas vu de petites filles voilées il y a 2 ans à Trappes. Des filles de 6 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Et puis il suffit d'aller dans les cafés, de voir aussi, on m'a beaucoup décrié avec les coiffeurs, mais c'est absolument vérifiable. Alors peut-être il y a encore un ou deux, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, peut-être il y a encore un ou deux coiffeurs mix à Trappes, ou peut-être trois, ou peut-être même quatre, mais je ne suis même pas sûr. Mais non, c'est une ville qui est profondément transformée. Moi, j'ai peut-être aussi un engagement plus fort parce que, je veux dire, au moment des attentats, enfin, je ne vais pas trop donner de détails, mais dans mon entourage, il y a des personnes qui auraient pu, enfin, l'attentat du Bataclan, qui auraient pu en mourir. Donc c'est vrai que ça a été pour moi une prise de conscience très forte. Et je me suis rendu compte à ce moment-là en fait, que je ne voyais pas la réalité dans ma salle de classe. C'est ça que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que je voyais mes élèves comme n'importe quel autre élève, des Français comme les autres, et j'ai jamais voulu d'ailleurs les traiter autrement que comme des Français comme les autres. Et je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas tenir cette position. Mes élèves ne sont pas des Français comme les autres. Et là, c'était un moment socratique pour moi. J'ai pris conscience de mon ignorance. Je suis rentré dans une association à Trappes pour essayer de découvrir la réalité qui m'échappait. Et là, j'ai fait une enquête. J'ai interrogé mes élèves, j'ai vu des enfants de collège, des familles, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, il y avait déjà ce nous et ce vous qui nous opposaient. Donc les collègues, on peut enseigner la trappe sans se rendre compte de rien, d'autant qu'on a des élèves, c'est le paradoxe, mais moi j'ai fait beaucoup de lycées, j'ai fait des lycées vraiment difficiles, Épinay-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne, des lycées où il y a de la violence. Et j'ai assisté, j'ai eu un élève armé dans ma classe, j'ai eu des collègues qui ont été tabassés ou tués à Villeneuve-la-Garenne, donc j'ai vu des lycées très violents. À Trappes, en 20 ans, j'ai eu un élève violent. Il avait des problèmes psychiques et familiaux très graves. D'ailleurs, je lui ai conseillé de partir, ce qu'il a fait. Mais on n'a pas d'élèves violents, on a des élèves vraiment sympathiques qui sont contents d'être là. Ils sont contents parce que pour eux, le lycée, c'est quand même une chance. Et de temps en temps, d'ailleurs, on en envoie, on a des élèves qui vont en classe préparatoire et qui ont très très beau parcours. Il y a 2 ans, j'ai conseillé à une de mes élèves, elle n'osait pas, hein, mais d'abord elle ne connaissait pas, mais je lui ai dit, mais il faut vous inscrire, il faut demander à Parcoursup Louis le Grand et Henri IV. Et elle a eu les deux. Voilà, et elle a réussi. Voilà, donc non, on a des élèves qui viennent là aussi avec encore porté, je dirais, par l'espoir de vivre dans la société française, mais ce n'est pas le cas de tous. Et c'est ce qui change là maintenant. C'est ce qui change, c'est ce repli identitaire qui est de plus en plus fort. Dans notre lycée, on a eu des atteintes à la laïcité, assez graves d'ailleurs cette année, dans une des classes. Il n'y a pas eu de sanction. Ça, je trouve ça très grave parce que c'est une forme d'omerta. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître ou admettre le fait, il y a une atteinte à la laïcité, mais ce n'est pas une atteinte individuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant, dans les années 90, enfin fin des années 90, début 2000, on avait des atteintes individuelles. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé au lycée, avant la loi de 2004, j'ai eu une de mes élèves qui venait voilée en classe. Voilà. Mais c'était une élève dans tout le lycée.
Aujourd'hui, la moitié des élèves portent le voile. Dès qu'elles sortent du lycée, elles remettent leur voile. C'est un changement majeur. Et là, là-dessus, il se passe rien. C'est-à-dire ce que les cellules de laïcité qui viennent dans notre lycée, en fait, ne proposent rien sinon une formation à la laïcité et à l'enseignant, qui connaît déjà en général, euh, et donc ça débouche sur rien. Après, il y a beaucoup de collègues qui ont un peu de réticence à, à nommer ces faits, hein, à les dire et à demander des sanctions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions sérieuses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se multiplient, à mon sens. Non, je n'ai pas vu de changement dans le comportement des parents. À Trappes, les parents sont très peu investis dans la scolarité de leurs enfants. Par exemple, quand on fait des rencontres parents-professeurs, on a quand même très peu de parents qui viennent. Ce que j'observe, c'est... Donc il n'y a pas de pression, disons, sociale ou même idéologique des parents à Trappes. On fait notre métier, ça va, je dirais, enfin jusqu'à présent en tout cas, pour ce qui me concerne, mais je crois aussi mes collègues, on n'a jamais eu d'incident majeur. Euh, En revanche, ce que je constate, c'est que maintenant, il y a beaucoup de mères qui viennent en portant le djellab avec des gants, etc. Donc ça c'est les signes identitaires, oui, ils sont très très présents. Avant, on avait des parents d'élèves qui pouvaient être musulmans, mais qui étaient de fervents laïcs, et je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Bah, si on utilise les grands mots, on pourrait parler de purification ethnique, parce que d'une certaine manière, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les juifs sont chassés, d'ailleurs, enfin, il faudrait vraiment enquêter là-dessus, ce que sont devenus ces juifs. Si j'ai bien compris, une partie des juifs est allée dans d'autres villes aux alentours, Morpa et Lancourt, mais une autre partie aussi apparemment importante, je viens de l'apprendre, a quitté la France pour Israël. Et ça, là-dessus, il y a beaucoup à dire sur le déni de l'antisémitisme dans notre pays, depuis l'affaire Halimi, mais aussi depuis les assassinats de Mohamed Merah. C'est-à-dire que c'est une question, je pense, là, qu'on a vraiment mise sous le tapis en France, et qui était pourtant, je crois, le signe précurseur. Avant d'attaquer la République, ce sont d'abord les juifs et les musulmans impurs, hein, ceux qui ne sont pas, qui ne pratiquent pas la religion selon les normes salafistes. Ce sont eux, on l'oublie trop souvent, les premières victimes de l'islamisme. Oh, le maire de Trappes, depuis le début, essaye de faire un duel avec moi sur cette question. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Qu'un maire défende sa ville, je le comprends parfaitement. Qu'il corrige certaines de mes inexactitudes, bah, écoutez, c'est très bienvenu dans le débat, je veux bien l'accepter. Maintenant, là, il s'agit d'autre chose. Ce maire, il était déjà dans l'équipe précédente. Alors, l'équipe précédente, par exemple, l'année dernière, j'ai voulu monter une pièce de théâtre pour la montrer à tous les élèves du lycée ainsi qu'à leurs parents. On avait prévu avec mon ancienne proviseure justement de faire un moment convivial avec les parents, donc une pièce sur la radicalisation d'Hakim El Jaziri qui s'appelle Désaxé. J'avais le budget qui était donné par la préfecture pour ça. On avait même des intervenants pour mener un débat. La mairie de Trappes m'en a empêché. Voilà, donc je pense qu'il y a une politique à Trappes qui est, depuis le départ, hein, qui n'est pas propre à M. Rabet, qui est de nier le problème, parce que c'est pour des questions qui sont purement électorales. Maintenant, le personnage Ali Rabet, moi j'ai pas envie d'entrer dans la polémique avec lui. Ce que je trouve grave, c'est qu'un élu de la République puisse me désigner comme une cible. Ça, je trouve ça particulièrement grave, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit que je stigmatise Trappes, que je stigmatise mes élèves et qu'il vient même jusque dans le lycée pour faire campagne contre moi, là je crois que ça pose un problème grave, mais un problème républicain, mais je dirais que c'est pas à moi ici de l'estimer. Laissons les politiques faire leur travail. C'est pas quelque chose que je dois ici commenter. Bah oui, il faut prendre acte du réel. Les islamistes ont gagné à Trappes, ils tiennent la ville aujourd'hui.
Bien sûr, il n'y a pas que des islamistes à trappe et il y a toutes les nuances, bien évidemment. Mais je veux dire, à partir du moment où on accepte de voir des filles, des fillettes de 6 ans voilées et où s'exerce une telle pression sur les jeunes filles, notamment, mais après il y a d'autres aspects, oui, la Trappes est une ville vraiment perdue et ça prendra sans doute des années avant de la reconquérir. Bah, je prends acte que ce n'est plus possible finalement. À la fois, j'aurais pu continuer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ma parole reste, disons, confidentielle ou non publique ou non surmédiatisée, parce que là, elle a été surmédiatisée, j'aurais pu continuer. Mais je savais que de toute façon, tôt ou tard, cette chose allait arriver. J'ai pas été surpris. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment que j'avais anticipé comme une possibilité. Je me suis dit, plus je parle, plus je m'expose, plus je suis en danger, donc plus ça va devenir difficile, et aussi parce que je comprends très bien que mes élèves, pour mes élèves, ça devienne un problème. Euh, Parce que d'une certaine manière, ça appelle chez eux un positionnement qui est impossible, qui est impossible. Donc oui, la République a failli à Trappes, mais c'est pas mon fait. Moi, je prends acte du réel. Je vais continuer mon combat autrement. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais j'ai un vrai projet politique pour la défense de la République qui est aujourd'hui gravement menacée parce que euh, je crois que si l'État ne prend pas des mesures vigoureuses et n'a pas un plan, et pas simplement quelques mesures, mais un plan comme on peut avoir un plan aux échecs ou lors d'une guerre, une stratégie en tout cas définie, l'emprise islamiste va continuer de se poursuivre. Parce que, encore une fois, Trappes n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres communes dans les Yvelines qui sont également très fortement touchées. À côté de Trappes, il y a la Verrière. La Verrière, d'ailleurs, c'est une municipalité communiste, mais en réalité, elle est sous domination salafiste. Hein. C'est un secret pour personne. Il y a des villes comme Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville qui sont également touchées, Sartrouville, etc., etc. Donc c'est partout, et c'est pas que l'Île-de-France, c'est partout en France aujourd'hui qu'on trouve ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que il y a une population d'origine immigrée ou musulmane, dite musulmane, qui, euh, qui est la cible de ces islamistes, les prend sous sa coupe et qui les tourne contre notre pays. Si bien que dans quelques années, on pourrait se retrouver effectivement dans une situation de guerre civile ou de quasi-guerre civile comme on a pu voir en Algérie. Parce que tout ce sentiment finalement qui est intériorisé par la jeunesse d'être des victimes ben, appelle à ensuite une haine de l'oppresseur ou de l'oppresseur imaginaire. C'est comme ça que les nazis d'ailleurs ont progressé en Allemagne. Les nazis n'ont pas progressé, on parle toujours de la propagande des nazis. Mais quelle est la teneur de cette propagande? Les nazis disaient aux Allemands, vous êtes victime des Juifs qui vous volent votre culture et qui la dénaturent. Et vous êtes victime des Slaves qui menacent votre territoire. C'est ça qui a fait progresser le nazisme. C'est la progression d'un sentiment victimaire. Or, aujourd'hui, dans les banlieues ou dans les quartiers, ce sentiment victimaire, il est cultivé. Et pas seulement d'ailleurs par les islamistes, par une partie de la gauche française qui se fait complice de cela. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Oui, enfin, elle défend le mot laïcité. Encore une fois, la laïcité, ça repose sur une base démocratique et républicaine. Donc, je ne crois pas que Marine Le Pen puisse s'arroger la défense de la laïcité. Et moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Je suis d'abord un démocrate et un républicain. Pour ce qui est de la gauche, il y a une gauche qu'on peut appeler de collaboration avec les islamistes, qui a remplacé le prolétariat par le prophétariat, on pourrait dire. Hein. Donc, cette gauche-là, elle existe. Je pense qu'elle fait un travail de sape profond de la République, pas simplement de l'école, mais aussi de la police, qui est fortement attaquée dans notre pays. C'est un des piliers de la République. Alors la police aussi, elle subit des pressions extrêmement fortes aujourd'hui. En 15 ans, hein, les attaques contre les policiers ont doublé, je crois. C'est pas rien.
Quant à l'autre gauche, on voit là dans cette affaire que finalement tout le monde a pris parti pour le maire de Trappes ou alors en distribuant les bons points à l'un et à l'autre, mais finalement ça revient à relativiser le problème. Donc oui, la gauche aujourd'hui, elle a perdu ses valeurs, elle a perdu sa boussole. C'est très triste ce qui arrive dans notre pays. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce débat droite-gauche, à mon avis, est un peu stérile. D'abord, il y a des républicains, et qu'ils soient de droite ou de gauche, au fond, c'est ce qui importe. Et moi, ce que j'espère à travers cette alerte et mes prises de position publiques, c'est justement que les Français se rassemblent et s'unissent sur ces valeurs républicaines, c'est-à-dire pour la défense de la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de conscience, etc., pour l'égalité, notamment hommes-femmes, et, et qu'on sorte un peu de ce débat, il me semble assez stérile finalement. Moi j'ai été très soutenu et je dois dire que j'en suis reconnaissant et j'en suis fier par une partie de la droite en France, une grande partie d'ailleurs de la droite. Et en revanche, j'ai vu que Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, finalement, continue de trahir ses idéaux ou ses valeurs. C'est triste, mais c'est un fait, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Mais que représente aujourd'hui le Parti Socialiste en France? Plus grand-chose. Je crois qu'il perd aussi en crédibilité. Et je crois que dans cette affaire, il a perdu beaucoup en crédibilité. Et pas le seul, d'ailleurs, une partie de la presse qui s'est fait le relais des calomnies, a perdu en crédibilité dans cette affaire.